Ok, c'est parti. Donc du coup, on va voir l'installation et les bases d'utilisation de Wireshark. Donc une fois qu'on l'a récupéré, au niveau des choix, on retrouve donc on a Wireshark et T-Shark, c'est les bases, sachant que le T-Shark en fait c'est la version en ligne de commande de Wireshark. Non, j'explique juste que du coup, si effectivement il y a des équipements Android ou quoi qu'on veut essayer de récupérer à distance, même si pour l'instant les distances j'ai un peu de quelques difficultés, on peut y cocher ça. Potentiellement, ce qui peut nous servir, c'est la capture via du SSH et par le Wi-Fi. Donc si c'est de la connexion Wi-Fi, des fois ça et que c'est une connexion à distance qui est en Wi-Fi, il faut cocher aussi ça. Et potentiellement pour analyser les paquets qui sont envoyés en UDP à partir d'un périphérique, on peut cocher aussi le dernier. Mais c'est pas c'est pas obligatoire. C'est des compléments qu'on peut potentiellement avoir besoin. Mais le principal, c'est le Wireshark minimum. Donc là, ici, on associe les différentes extensions qui correspondent à des paquets capturés, c'est-à-dire à du trafic qui a été capturé par Wireshark ou d'autres appareils. Et donc, du coup, Wireshark sera analysé ces différents types de fichiers. Donc, on va lui laisser. Là, après, on peut décider de mettre ou pas une icône sur le bureau. Bon, ça, c'est. Oui, donc là, toi, en fait, la question, c'est à l'intérieur de NPK. Oui, mais c'est justement, j'y arrive. Donc c'est parce qu'en fait, il a besoin pour capturer les paquets d'un logiciel supplémentaire. Euh, tu coupes, je sais pas, il y a quelqu'un qui peut couper son micro là, autour de la respiration. Merci. Et donc en fait, ce logiciel-là, c'est ça qui va permettre de capturer les paquets directement. Et Wireshark qui va permettre de faire l'analyse derrière. Donc on l'installe. Ici, il pose la question si on veut capturer par USB. Donc ça, c'est à mettre en place si jamais vous utilisez une carte Wi-Fi branchée sur un port USB ou éventuellement un adaptateur USB vers Ethernet. Hmm. Non, je sais pas, je voyais la tête. Donc ça, ça peut servir du coup parce que de plus en plus d'ordinateurs portables n'ont pas forcément de prise Ethernet directe et il faut utiliser un adaptateur. Donc c'est ça qui peut permettre de le faire. Donc là, on va pas le mettre parce que c'est pas le cas, mais c'était à savoir. Donc là, bon, on le laisse installer. Donc là, au début, c'était Wireshark. Maintenant, là, il va nous demander du coup l'installation de NPK. Donc on s'est accepté. Voilà. Donc là, si on a une carte sans fil, on va cocher le 802.11 en trafic. Et ici, ça normalement, c'est ce qui permet de pouvoir capturer à distance les données d'un autre appareil via Wireshark. Mais quand j'ai fait un essai, ça n'avait pas voulu. Donc il faudrait que je refasse un essai pour ça. Mais on va déjà voir les bases quand il capture du trafic local, sachant qu'après, on peut faire la capture et renvoyer les fichiers après sur un autre poste qui a Wireshark. On n'est pas obligé d'analyser sur le poste où on a fait la capture. Donc du coup, on installe les deux dernières. Ça, après, c'est par sécurité si on veut qu'il n'y ait que les administrateurs qui peuvent lancer les captures. Donc là,
on l'installe. Bon, moi, il me supprime déjà l'ancienne version que j'avais avant. Donc du coup, à ça tous, c'est Wireshark qu'il faut installer. Wire, c'est bon. On le laisse installer, c'est pas forcément le plus rapide des programmes, mais ça tourne. Là, il a déjà fini la partie NPK et ensuite il va reprendre dans l'installation du reste. Là, il a terminé. Jusque là, c'est bon pour tout le monde au niveau de l'installation ou pas? Non? Ok, ça va attendre. Juste que tout le monde ait fini d'installer. Tu me dis. Et là, quand on va arriver, il va nous montrer les différentes interfaces réseau qu'il a détectées. Et vous voyez qu'à côté, il y a des petits graphiques qui se déroulent à côté de certaines. Ça, ça veut dire qu'il y a du trafic sur ces différentes interfaces. Donc si jamais vous ne trouviez pas l'interface que vous vouliez pour une autre, ici vous avez un bouton. Ça vous dit qu'il y a 12 interfaces et il y en a 6 qui sont cachées. Et donc du coup, si vous cliquez sur le bouton et vous faites afficher les interfaces cachées, vous allez trouver celles qui pouvaient être manquantes. Donc avant, ce qui était caché, en fait, c'était pour capturer à distance. Donc là, ensuite, on va... oui. Est-ce que pendant ma journée, il y a des gens qui ont intéressé vos ordinateurs? Ok, donc du coup, on va prendre l'interface. Non, avant d'aller sur l'interface qu'on veut, on va aller dans Capture, Options. Et on va aller dans Sortie. Parce que si vous si vous ne touchez à rien, en fait, il va vous faire un fichier temporaire qui va continuer à grossir, à grossir, à grossir au fur et à mesure qu'il va récupérer des paquets. Donc après, si c'est trop gros, ça va mettre du temps à appliquer les filtres et tout. Donc ça va pas être forcément le plus pratique pour pouvoir faire les analyses. Donc du coup, ici, on va choisir un fichier. Soit on peut garder vide pour le fichier, mais on va plutôt choisir directement un endroit où on va vouloir qu'il stocke les éléments. Donc là, je vais le mettre dans Documents. Je vais créer un répertoire Wireshark. Après, vous pouvez le mettre où vous voulez. Hein. Ça... Et je vais appeler un fichier qui s'appelle Capture.
là après il y a deux formats de sortie. J'ai pas fait la différence entre les deux. Le plus classique c'est le PCAP normal. Et le plus, je pense celui-là, NG, c'est pour nouvelle génération. Mais de toute façon, le paquet de traceurs va permettre d'analyser de toute façon les deux formats de fichiers. Donc normalement, peu importe le format de fichier. Et après, ce qui va nous intéresser ici, c'est créer un nouveau fichier automatiquement. Parce que comme je vous ai dit, si après le fichier est trop lourd, c'est long pour faire, ça peut être long pour faire les filtres et tout. Donc c'est pas forcément le plus simple à gérer. Donc ici, on peut choisir plusieurs critères pour le faire. Donc là, on peut dire par exemple, au bout de 10 000 paquets capturés, il va recréer un autre fichier automatiquement. Ou alors on peut choisir quand le fichier atteint un certain volume en kilos, mégas ou gigas, octets. Ensuite, au bout de combien de temps on veut directement créer un nouveau fichier en minutes. Ou au bout d'un multiple d'heures, toutes les 2 heures par exemple. Donc là, pour l'instant, on va laisser juste à 100 000 paquets. Ici, c'est pour choisir si l'on veut compresser ou pas le fichier. Et ici, c'est le format de comment il nomme le fichier. Donc, bonjour. Donc si par défaut il commence par l'année, le mois, la date, l'heure, donc on va le laisser comme ça. Après dans les options, on peut dire au bout de combien de temps on veut arrêter la capture. Parce que par défaut la capture une fois lancée, tant qu'on ne l'arrête pas, elle continue. Donc on peut déterminer au bout d'un certain nombre de paquets ou quand il a créé un certain nombre de fichiers ou au bout d'un certain temps. Donc là on va pas y toucher, on va le laisser tel que. Oui, du coup c'est Wireshark qu'il faut télécharger et installer. J'ai écrit au tableau le nom. Déjà remettez-vous sur votre réseau, le réseau principal, puis sur le VLAN, j'ai rebranché les prises comme il faut. Ok. Donc du coup, une fois qu'on a réglé nos options pour la sortie, on va revenir sur entrée et on va choisir notre carte réseau. Donc là, je vais juste vérifier laquelle c'est ma principale. Normalement, ça devrait être l'Ethernet, c'est ça. Et ensuite, on va du coup faire un double clic pour lancer la capture. Et à partir de là, en fait, tout ce que vous voyez qui bouge là, c'est toutes les activités réseau qui passent par votre captées par la carte internet. Donc, là, il manque juste un menu. On va aller dans Vue. Ouais, je l'ai pas. Alors déjà, dans le format d'affichage, on va changer la date avec la date et l'heure du jour pour que ça soit un peu plus lisible. Et là, si je remonte un petit peu avec la souris, ça va m'éviter que ça descende automatiquement.
Donc ça va me permettre de prendre un peu plus de temps pour voir certains éléments qui auraient pu se passer. Mais là, on est vraiment sur des éléments assez bruts, mais où il y a quand même normalement, par défaut, quelques filtres d'appliquer. Si on veut voir les filtres qui sont appliqués par défaut, on va dans Analyser, Afficher les filtres, et ici, là, c'est des filtres par défaut qu'il applique. Donc on va faire un petit tour, après on va voir comment on peut créer nous-mêmes les filtres. Donc ici, Ethernet adresse, du coup c'est l'adresse MAC, ça correspond à l'adresse MAC de la carte directement. On ne verra que des événements liés à cette adresse MAC. Donc ça c'est l'ARP, il va afficher les requêtes ARP. Ici il me remet l'adresse broadcast liée à l'adresse MAC, parce que là on voit qu'il n'y en a que des F. Donc quand il y a que des F, c'est l'adresse broadcast mais liée à la carte MAC, puisqu'on est sur 6 octets. Ah non, il va chez... Non, la majorité des ARP en fait ne va pas les autoriser, parce que là, vous voyez, il y a marqué note. Quand on met note dans les filtres, ça veut dire que justement, il n'affiche pas ce type de filtre. Donc là, il n'affiche pas les ARP. Ici, il nous dit qu'il va utiliser l'adresse IPv4 uniquement. Donc reprenons sur le filtrage. Bon, après, il y a des filtres un peu particuliers déjà par défaut, parce que, par exemple, il dit d'afficher les éléments sur l'adresse IP 192.0.2.1, qui n'est pas du tout notre adresse, mais aussi pour les adresses qui ne sont pas 192.0.2.1. Donc toutes les adresses. Après, il affiche aussi les éléments en adresse IPv6. Les éléments TCP UDP. Mais par contre, il n'affiche pas les DNS. Parce que du coup, il affiche les ports qui ne sont pas DNS. Mais de toute façon, après, on va voir pour faire les filtres à la main. HTTP, et donc ici, ils ont rajouté une couche en disant non ARP et non DNS. Donc là, c'était pour montrer les fils qui étaient déjà créés par défaut. Mais ce n'est pas forcément toujours ce qui nous intéresse. Donc là, déjà, on va analyser, avant de faire les filtres, on va analyser un peu comment ça se déroule. Donc le numéro, c'est le numéro du paquet qui a été intercepté. Ensuite, vous avez la date, parce que du coup, ça va vous permettre de savoir dans quel sens vont passer les éléments pour les regroupements. La source, ça c'est l'IP qui a demandé d'accéder, qui a accédé en entrée à votre carte et il disait vers quelle adresse il allait. Donc la 122, puisque c'est la carte qu'on a actuellement. Parce que là, de toute façon, ça va être majoritairement la 122, puisque de toute façon, c'est notre machine sur laquelle on est. Mais si l'on veut, on peut choisir plusieurs interfaces au moment de lancer une capture. C'est-à-dire qu'on peut capturer plusieurs interfaces, donc dans ce cas-là, la source de destination pourra changer.
Et après, on a l'opposé, on a le retour, où là, on renvoie vers la destination. Donc les messages qui étaient arrivés, donc les messages arrivent, et là, il y a eu un message qui est ressorti. On voit que les 3 premiers paquets, la source était le 118, et les 3 paquets d'après, ça allait vers le 18. Donc c'est bien qu'il y ait eu une réponse par rapport à ça. On va y revenir un peu plus dans l'analyse des paquets après. Le protocole, c'est le protocole qui a été utilisé dans le paquet de capture. Donc là, ICMPv6, ça veut dire que c'est du ping en ICMPv6, en IPv6. TLS, ça va correspondre à l'HTTPS dans les fils de capture. Ici, donc on voit le protocole TCP, donc là il l'a passé pas en HTTPS mais quand même par le 443. Ici il y a quand même un RP qui est passé. Et donc après, du coup, dès que vous allez faire quelque chose, en fait il va le répercuter pour l'analyser. Et ici, donc, il y a les détails pour dire si c'est une application qui a fait ces éléments-là, montrer les échanges, les retours. Là, par exemple, c'est le broadcast, ça nous dit que il a demandé qu'il y avait le 40254. Et il l'a dit à telle machine. Donc là, il a traversé, il n'a pas vu que notre adresse, comme c'était du broadcast, il a analysé d'autres machines qui étaient en relation. Donc il a identifié à un moment la 40.16 et celle d'Iliade, non, je crois, la 40.16 ou celle de Halloween. Voilà, ça permet de voir un peu les échanges. Donc on voit qu'à un moment, il a quand même tenté d'aller sur un autre réseau au niveau du broadcast. Voilà. Donc là, on peut suivre si, par exemple, on se connectait en SSH, et ben on aurait tout le détail des connexions SSH qui se ferait. Donc, on va essayer. Là, je vais me connecter. S'il est toujours opérationnel, SSH. Comme ça, pour montrer un trafic. Voilà. Donc là, je me suis connecté. Donc normalement, après, quand on va faire les analyses de filtres, on va pouvoir retrouver les traces de cette connexion SSH. Voilà. Maintenant, on va déjà faire les filtres avant d'expliquer un peu plus des informations qu'on peut trouver dans les détails des paquets. Donc ici, si on veut appliquer un filtre, on va ici, là, dans la barre de filtre. Voilà. Donc, si c'est un protocole en particulier qu'on sait déjà le protocole, en général, il connaît déjà le protocole. Donc là, par exemple, j'ai montré SSH. Donc, et quand j'ai tapé SSH, il m'a affiché du coup SSH directement. Là, il n'y a pas de problème, il n'y a qu'une seule version de port. Donc je fais, dès que la barre est verte, ça veut dire que pour lui, le filtre il est bon. Donc on peut l'appliquer. Donc là, on fait Entrée. Ou l'on clique sur la petite flèche au bout. Et donc ici, on voit bien qu'il a bien filtré le protocole SSH V2. Et donc là, si on regarde les infos, donc la source, c'est bien nous. C'est bien nous qui avions demandé de nous connecter en SSH. Et ça, c'est la destination
à laquelle il a essayé de se connecter. Donc ce qui correspond bien à la résolution, enfin l'adresse non retranscrite en DNS du serveur où je me suis connecté. Et ensuite, du coup, il y a eu le retour. Donc là, dans les paquets, si on regarde les détails, on peut voir qu'il a analysé que c'était à partir d'un Windows. Bon, c'est juste qu'il n'a pas mis Windows 10, mais il a mis Windows 8.1 parce que l'identification du code est toujours la même depuis. Ils n'ont pas changé l'identification au niveau du DNS, du SSH. De l'autre côté, il a bien détecté que c'était du Debian 11, ce qui est effectivement le cas. La machine, effectivement, de l'autre côté est bien un Debian. Donc là, déjà, à l'aller-retour, il a bien reconnu des choses. Ensuite, ils ont fait l'échange des clés SSH pour bien se reconnaître, être sûr que c'était bien valide la connexion. Après, ici, on voit qu'il y a eu l'échange, qu'il y a une réponse à l'échange de clés, qu'ils ont généré des nouvelles clés entre eux également. Et après, on voit les paquets encryptés. Et donc là, par exemple, pour être le dernier, c'était à 9h56, 55. Et donc, du coup, si je vais sur mon SSH ici, c'était Steam par exemple. Et là, instantanément, on voit les échanges qui sont produits entre les deux PC. Mais du coup, il dit que c'est encrypté, parce que comme il y a l'échange de clés, on voit bien que du coup, la sécurité est bien active. Hein? Normalement. Non, on va vérifier si ça apparaît, mais normalement, ça devrait pas. On va vérifier. Parce que justement, là, maintenant, on va pouvoir voir un peu plus dans le détail des éléments. Donc ici, on retrouve en hexadécimal le contenu du paquet. Donc on retrouve les différentes informations. Et ici, on retrouve d'autres informations, des fois un peu plus claires sur ce qui s'est passé. Donc là, on pourrait le faire à partir d'ici, mais pour voir mieux, on va faire un double clic pour afficher en un peu plus gros les éléments. Donc ici, première ligne, on trouve que c'est une trame. La trame, j'y reviendrai plus en détail, on fera ça jeudi, on descendra les différentes unités du modèle OSI, différentes unités du bit, de la trame, du paquet, des PDU. On prendra ça, je pense, jeudi plutôt. Donc la trame, c'est le paquet envoyé de la couche 2 du modèle OSI, la couche liaison de données. Et à côté, le numéro, c'est le numéro qui a été enregistré dans la capture. À côté, donc il confirme bien on-wire, ça veut dire que c'était bien une connexion câblée. Et ensuite, c'est la taille. Des bytes et des bits. Donc, ne pas oublier que les bytes, logiquement, ce sont les octets. Et non pas les bits. L'interface device, ça c'est le code de série de la carte réseau directement. Donc on retrouve, ça permet de pouvoir identifier physiquement quelle carte c'est, même si là c'est pas clair. Donc encapsulation, il dit que c'est passé par le protocole Ethernet.
on retrouve à nouveau la date d'arrivée. Donc là, il l'affiche en deux fois parce qu'il l'affiche avec notre fuseau et il l'affiche avec le fuseau UTC qui est le fuseau de Londres du méridien de Greenwich. Après, les différents éléments d'échange de temps. Potentiellement, si ça permet de voir s'il n'y a pas des deltas entre le moment où c'est arrivé et ça a été capturé, pour voir s'il n'y a pas un souci de lenteur de réseau. Ici, on retrouve à nouveau la taille, la longueur, le protocole. Donc là, ici, dans le protocole, déjà, il voit que ça concerne bien le SSH. Donc ici, vraiment dans le détail de l'Ethernet, on retrouve qui était la destination. Donc en l'occurrence, c'est la Freebox. C'est la Freebox qui permet de rentrer dans le réseau. Donc ça permet d'identifier le point d'entrée et de sortie vers l'extérieur de notre réseau. Donc on retrouve son adresse MAC. Et la source est une carte qui est identifiée en tant que carte Hewlett-Packard. Donc là, j'ai plus en détail qu'est-ce qui aurait été réglé, mais c'est possible que ce soit c'est possible que du coup là en fait c'est un serveur qui est sous Proxmox, donc qui génère des adresses MAC automatiquement pour les cartes, donc c'est possible que ça soit tombé sur une notifiante carte HP. Mais on retrouve quand même de toute façon son adresse MAC. Donc là, on retrouvait les informations au niveau de la trame niveau 2. Ici, on ne parle pas d'adresse IP, puisque pour rappel, même si on le reverra, la couche de niveau 2 ne traite que les adresses MAC. Par contre, à l'intérieur du paquet, il va quand même y avoir les informations des adresses IP. Parce qu'il faut quand même qu'il sache où aller. Donc du coup, là, on retrouve la source, celui qui a émis le message vers la destination. Le protocole, donc bon, c'est pour confirmer que c'est IPv4, mais on le voyait déjà avant. Mais c'est reprécisé dans le paquet. L'entête, c'est l'header, c'est ce qui a les différentes informations à une taille de 20 bits. Le header, l'entête, peut changer en fonction de la taille, peut changer en fonction du cryptage et tout. Par exemple, le VLAN va augmenter la taille de l'header pour justement identifier le VLAN. Il va réencapsuler à l'intérieur de 4 bits. Le VLAN, ce qui est chaque partie de l'entête. Hein? Est-ce qu'il faut connaître chaque partie de l'entête? Non, pas au niveau TSSR. Mais j'ai quand même savoir un petit peu éventuellement si jamais normalement il va pas aller jusque là, mais au moins comme ça vous voyez un petit peu comment sont composés les trames et les paquets. Mais on va pas vous demander là en sortie de formation de connaître par cœur la composition d'un paquet. Bon après, si vous le connaissez, tant mieux. Mais c'est pas il y a déjà suffisamment d'autres choses, c'est pas ça qu'on va vous demander. Mais c'est bien de savoir quand même un minimum comment ça s'affiche. De toute façon, là, ces informations-là d'entête et tout, et de paquet, on le reverra aussi sous paquet de traceur, c'est un peu plus clair. L'entête, déjà, il va pouvoir être sûr que les adresses IP, ça correspond bien, il n'y a pas eu de problème et qu'il n'y a pas eu de... C'est bien les adresses qui étaient déterminées, qu'il
pas eu un changement en cours de route, c'est-à-dire si la source correspond bien à ta machine, mais que la destination ne correspond pas à l'adresse sur laquelle tu as envoyé le paquet, ça veut dire que du coup, il y a sûrement une interception quelque part, et que du coup, il y a une tentative d'intrusion avec quelqu'un qui a récupéré des données en cours de route et qui a modifié des informations. Donc ça, déjà, ça, tu peux l'analyser pour voir, pour bien suivre le chemin, être sûr qu'il n'y ait pas eu de tentative d'intrusion. Et après, même si c'est pas toi qui va forcément régler le problème, au moins toi, tu peux déjà faire ton rapport en disant attention, tel paquet et tout, il y a des éléments qui paraissent bizarres. En tant que technicien, on n'a pas regardé. Pas tous les détails, mais comprendre un minimum qu'on retrouve bien, que l'adresse MAC, ça soit bien la bonne et tout. Parce que justement, l'adresse MAC, ça peut permettre, il y en a qui peuvent permettre de tenter d'usurper l'adresse MAC pour contourner un blocage, par exemple. Parce qu'on peut bloquer, par exemple, pour le Wi-Fi, on peut bloquer des adresses MAC, ou même pour le SSH, bloquer des adresses MAC. Mais du coup, la personne peut tenter de récupérer une autre adresse pour contourner un blocage de celle qui serait. Donc, c'est de suivre un minimum. Bon, pas de tout par cœur et tout. Après, ça dépendra du niveau que vous avez et tout, mais ça dépendra un peu de chaque boîte aussi, comment ils sont organisés, s'il y a des admins sur place, s'il y a des admins pas sur place. Mais voilà, connaître un minimum comment c'est formé au moins les trames et les paquets. Mais de toute façon, ça sera un petit peu plus lisible l'entêté tous sur Packet Tracer. Mais on retrouve quand même les mêmes éléments ici. Donc on retrouve que c'est de l'IPv4. Donc ça retrouve ces identifications. On voit qu'on est bien passé par du TCP. Et on retrouve à nouveau le source destination. Des fois, il y a plusieurs informations. L'information se retrouve à plusieurs moments. Donc ici, on retrouve par quel port la source est arrivée et sur quel port la destination a travaillé. Donc sur le 22, parce que effectivement 22 c'est le port par défaut du SSH. Mais quand nous on envoie en 22, de l'autre côté il va réceptionner aussi en 22 si le port on l'a pas changé. Mais par contre ça permet de voir que pendant la circulation sur internet, le port ne reste pas sur le port 22. Là il attribue des ports automatiques pour la circulation sur le réseau externe au niveau du public pour faciliter les transferts. Parce que du coup, il fait du NAT et du coup, il rechange de port et il va le rechanger une fois arrivé à la destination finale. Donc là, il y a des états, mais ça, c'est un peu plus compliqué dans le retour. La séquence, c'est dans la plage d'échange, c'est toujours il y a une même discussion qui a le même numéro de séquence, le temps de faire les échanges. Et quand ça change, quand c'est pas la même discussion, le numéro de séquence va changer. Ça, c'est pour repérer des éléments liés les uns aux autres. Après, donc là, on va voir là, le TCP. En timestamp, on va retrouver les vitesses d'échange. Bon, c'est pas forcément ce qui intéresse. Et après, on a les détails du protocole avec l'échange de clés qu'on voit qu'il a échangé avec directement crypté en SHA 256, qui est pour rappel la taille de codage minimum à utiliser pour le SSH et pour la majorité des clés.
Parce que si vous mettez des clés en dessous d'un cryptage en 256 bits, il y a des programmes qui peuvent dire attention, la clé n'est pas sécurisée, je la refuse. Donc si vous devez générer des clés soit auto-signées, c'est-à-dire comme par exemple quand on le fait avec PFSense, c'est-à-dire qu'on ne passe pas par un organisme externe comme Let's Encrypt. Dans ce cas-là, effectivement, il vous dira le message attention, il peut y avoir potentiellement une faille parce que c'est un certificat auto-signé. Mais si vous êtes sûr qu'après le certificat en question, c'est bien celui que vous aviez mis et tout, vous pouvez le valider. Mais pareil, ce certificat normalement doit être généré et ces clés doivent être générées en minimum 256. Après, on retrouve les algorithmes et tout, mais là on voit que c'était déjà toutes les informations qu'on retrouve sont déjà encryptées, les différents échanges. Donc normalement, on ne doit pas retrouver la clé. Là, quand on voit là, on est dans le paquet de clés d'échange de clés, du coup, Karim, comme on avait dit. Mais on voit que les seules informations qu'on trouve à chaque fois, c'est les informations de l'algorithme. Donc ça fait qu'on ne voit pas la clé en clair, même encryptée. Donc on peut pas. Ouais. Et la partie H, ACH, en dessous de ACH algorithme. Du coup, mais ça, c'est pas la clé en. Non, H, c'est ce qui va permettre de recréer la clé par rapport à l'autre côté. En fait, c'est un clé de vérification normalement le H. D'accord. C'est juste pour vérifier si le Oui, paquet c'est ça qui va permettre de faire une vérification et de se reformer par rapport à la clé qui se trouve de l'autre côté, la clé privée, pour vérifier que c'est bien les bonnes clés qui s'échangent. D'accord, mais du coup, c'est la clé publique Je sais même pas si c'est la clé le H, je suis même pas sûr que ça soit la clé publique. C'est un élément, mais je crois que c'est pas la clé publique en elle-même. Ouais. Voilà. Et donc là, c'était l'analyse pour un paquet Ethernet, enfin, un paquet en SSH. Mais après, il y aura des informations qui vont changer un petit peu entre chaque. Mais le principe de l'entête, de la destination et tout, ça va rester en comparaison. Donc là, par exemple, si je prends un autre élément, hein, ouais, par exemple, HTTP. Donc là, on fait entrer parce qu'elle l'a reconnu. Et donc là, on voit, là, il est en train de refiltrer. Et donc c'est pour ça que plus vous avez un paquet qui est gros, plus c'est long à refiltrer. Donc c'est pour ça qu'il faut bien penser à mettre des choses courtes, assez, parce que là, quand j'ai refait un essai, à un moment, j'avais oublié de le faire et je me suis retrouvé au bout de quelques heures avec un fichier une fois enregistré qui faisait presque 6 gigas. Donc du coup, il mettait un petit peu de temps quand j'essayais de faire des filtres. Donc c'est pas le plus pratique. Donc ici, on retrouve du coup tous les éléments qu'il a trouvés en HTTP. Et on voit que par exemple, il a fait en IPv6 et il a fait aussi de l'IPv4. En fonction du site. Et donc là, on retrouve les détails des échanges. Et là, par contre, il y a un truc qu'on n'a pas fait. Donc le type d'HTTP, vers quel s'il a analysé des fichiers en arrivant sur le site. Donc là, par exemple, il a analysé le fichier ncsc.txt une fois qu'il est arrivé sur ce site-là. Donc là, par contre, il manque un truc. Capture. Non, c'est pas ça. Parce que là, en fait, il nous affiche que
que les adresses IP des sites. Donc, c'est déjà pas mal. Mais ce qui est intéressant, c'est savoir vers quel site ça a été directement. Donc, pourquoi il ne l'affiche pas? On va aller dans les préférences. On va voir, parce que normalement, ici, dans les préférences, on a name résolution. Voilà. Résolve dans les options. Donc, dans éditer, préférences. Vous allez cocher, du coup, Resolve Network IP. Et les transports de noms aussi. Et on va éditer les DNS, les serveurs de DNS, parce que du coup on en a pas. Donc là du coup je vais rajouter 1.1.1, 8.8.8.8, et juste pour finir, du coup là je sais pas s'il va prendre automatiquement le port. Je pense qu'il devrait, parce que chez moi quand j'ai fait quand j'ai refait les choses, il m'avait pas mis, il m'avait automatiquement pris les DNS. Donc on va réessayer. Ok. Donc là il revérifie les paquets. Voilà. Et là on voit que du coup il a analysé et là il a remis les adresses IP, il les a retransformées automatiquement avec l'élément auquel ça correspond. Donc, par exemple, là, la source c'est mon PC et il a été vers un desktop local donc, qui se trouve ici. Donc je ne sais pas qui a un Windows qui s'appelle desktop S60 SI78. Et donc ce PC là a communiqué avec il y a eu des échanges en HTTP avec ce PC là. Donc c'est pour ça que c'est intéressant quand même d'avoir la translation du DNS directement. Par exemple là on voit que c'était sûrement celui de tout à l'heure qui était en 107. Non là on est en IPv6, c'était pas celui-là. Mais par exemple là du coup il a essayé d'échanger avec WhatsApp. Parce que je crois que je dois avoir le WhatsApp web d'installer. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un échange. Pour le nom là, pour la résolution de nom. Donc on va dans éditer, préférences, name résolution. On coche resolve MAC adresse, transport name, IP adresse. Et là, on ajoute les DNS. Quoique, non, c'est même pas la peine parce que j'avais pas coché il va utiliser directement le DNS système. Donc ça, en fait, éditer, c'est si on veut mettre des DNS spéciaux et qu'on veut n'utilise pas ceux de la machine, mais d'autres DNS qu'on a ciblés. Et ensuite, on fait OK. Et là, normalement, il doit refiltrer les paquets automatiquement pour faire la résolution. Donc on voit qu'on retrouve les échanges avec la Freebox. Du coup, c'était lequel? Ouais. C'était celui-là tout à l'heure qui était en 107. Et là, il l'a résolu en Akamai. Donc je l'avais dit, est-ce que quelqu'un se souvient souvent quel type de serveur était derrière les serveurs Akamai? D'analyse Google, tout ça, non? Non, c'était pas Google, Akamai. Microsoft. C'est Microsoft, effectivement.
Donc si vous voyez des paquets Akamai.net, c'est sur des serveurs Microsoft, souvent ça peut être les mises à jour qui vont se faire. Donc là, du coup, il a essayé de consulter des Mais éléments. après, c'est pas parce que c'est ça qui perturbe, parce que c'est pas Oui, parce c'est qu'il y pas. a marqué Akamai que c'est forcément Oui, Microsoft, parce que Akamai, c'est c'est un pour ça. hébergeur en Faut soi. regarder quand même, parce que là, par exemple, on voit que c'est du streaming. Donc, c'est pas forcément du coup c'est pas forcément du coup les mises à jour. Donc, faut analyser un petit peu en détail Puis en pour vrai, voir. les serveurs de Microsoft, quand on fait Microsoft Update, Mhm. sur les noms de domaine, on a vraiment Microsoft Update. On n'a pas d'Akamai. Quand il fait la requête Mhm. et quand il DL Ouais. les Mais fichiers mise à jour, après, on a les noms de domaine de Microsoft. ouais, mais ça, je crois, c'est pour la demande, quand tu demandes de faire la mise à jour. Et je crois qu'après le téléchargement, si tu analyses le truc, je crois que tu retrouves de la Kamaï. J'ai Il déjà. semblait que même pour la Ouais. requête de DL, il contacte sur des Microsoft. J'ai plus le nom de domaine exactement. Je pense que généralement, On a j'avais bien lancé Microsoft qui une marque. mise à jour et Glasswire m'avait détecté justement une nouvelle connexion à Kamaï quand j'ai lancé la mise à jour. Donc c'est pour ça. Après, c'est peut-être pas, comme ils ont plusieurs serveurs, ils ont peut-être plusieurs identifications aussi, hein. Mais ouais, du coup, ça donne des informations un peu sur ce qui s'est passé. Donc là, on voit c'est surtout quand même pas mal avec un serveur Akamai. Et donc, après, on peut vérifier du coup, si je prends, ah, si je prends celui-là, au niveau de la source, on peut essayer de déterminer si c'est toujours le même serveur qui agit ou si c'est d'autres serveurs. Bon, là ici, on voit que c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on est en adresse IPv6, donc c'est un peu plus compliqué à mémoriser pour aller revoir, faut le noter à côté, mais on peut voir. Donc, ce qu'on peut faire aussi, quand on est un élément d'entête, par exemple comme ça, on peut faire un clic droit et on peut faire appliquer comme filtre sélectionner. Donc, du coup, ça va remplacer notre filtre, mais il va faire un filtre que sur les échanges entre cette adresse IPv6 et notre PC. Donc, ça va permettre de voir s'il y a eu beaucoup d'échanges, si c'est toujours le même serveur qui intervient. Donc là, je fais clic droit, appliquer comme un filtre sélectionné. Ah non, du coup, il applique que IPv6 dans ce cas-là. Donc non, il l'a pas pris comme je comptais. Là, on voit qu'il a filtré comme IPv6. Normalement. Voilà, j'ai peut-être mal cliqué tout à l'heure. Parce que là, on voit qu'il a fait le bon filtre. C'est-à-dire que il prend les sources d'IPv6 qui correspondent à cette adresse IPv6 là. Donc tous les filtres qui sont là vont afficher les échanges avec ce serveur. Donc ça, quand on voit une machine qui semble potentiellement suspecte ou quoi, on peut créer un filtre de cette façon-là assez rapidement pour pouvoir filtrer tous les échanges, pour voir un peu s'il y a beaucoup d'échanges ou si c'était qu'un échange comme ça qui est passé, que la machine a essayé de pinguer pour voir si toutes les choses se passaient bien. Enfin, ou justement tester de faire un ping pour voir s'il n'y avait pas des failles potentielles qui seraient exploitables. Donc c'est pas que ça soit toujours le plus simple, mais c'est quand même une connaissance à savoir comment capturer des paquets, comment filtrer un minimum. Donc là, si je renlève le filtre, donc là il va me remettre tout. Et en fait après, on peut demander plusieurs filtres simultanément. Par exemple, on peut demander HTTP,
OR, c'est-à-dire ou SSH. Donc en fait, si vous utilisez du OR, AND, et c'est les différents éléments logiques qui peuvent être représentés par des égal aussi à la place du OR, vous pourrez du coup faire des filtres. Après, par contre, il faut faire attention si vous mettez HTTP et SSH. On va vérifier si pas. Voilà. Là, on voit qu'il ne trouve rien. Parce qu'il essaie de trouver des paquets qui sont et HTTP et SSH à la fois. Donc, il faut mettre ou. Si on veut qu'il nous liste et les HTTP et les SSH, il faut mettre OR. Si on fait AND, il associe les deux, donc du coup il ne trouve pas. Par contre, si on fait HTTPS AND une adresse IP, là ça peut marcher. Voilà, 2-3 petits éléments encore avec WireGuard, Wireshark. Non, WireGuard c'est du VPN. Je sais pas pourquoi je mélange les deux. C'est pas les mêmes choses. Voilà. Ici, je disais surtout qu'il faut faire attention au niveau du filtre, de bien utiliser les noms. De toute façon, là, j'ai déjà mis dans le drive un document qui reprend aussi différents éléments, connecteurs logiques que vous pouvez utiliser pour les filtres. Et donc, je disais, du coup, lui, il reconnaît déjà à peu près tous les protocoles. Et si on veut par exemple faire HTTPS, c'est TLS qu'il faut choisir. Et donc là, c'est tout ce qui est en HTTPS. Donc là, par exemple, il y a Office qui a essayé de faire des vérifications de choses. Donc après, potentiellement, si c'est des choses qui passent, mais que vous voulez pas que ça passe, et que vous avez mis un pipe-hole, par exemple, ou vous avez un pare-feu physique qui permet de faire du contrôle d'URL, bah vous pouvez récupérer l'URL d'ici là pour la bloquer avec le pipe-hole, par exemple. Et donc là, on trouve tous les éléments avec qui a fait quoi avec l'heure ici, à quel moment ça s'est passé. Il y a Google qui a pas mal de choses. On trouve encore le 217, 160, 186 là. Ah, mais ça, je pense que ça doit être la application data. Je pense que ça doit être la classe en ligne qui fait ça. C'est du streaming de la classe en ligne qui est identifié comme ça. C'est pour ça que le nom du serveur n'est pas un nom DNS derrière. Et après, donc du coup, on peut cumuler plusieurs filtres. Donc, si on va dans Analyser, on voit qu'il y a une ligne qui s'appelle Protocole activé. Et ça, en fait, c'est la liste de tous les protocoles que Wireshark est capable de reconnaître. Et du coup, si vous regardez, vous voyez que vous avez une quantité impressionnante de protocoles qui existent. Vous ne pouvez pas tout connaître forcément, mais c'est pour dire qu'il est vraiment capable de capturer de tout. Au niveau des éléments, même les trucs même les appareils connectés, par exemple Zigbee, chez moi j'ai des ampoules connectées qui utilisent ce protocole là, donc quand j'avais fait l'essai chez moi, il avait détecté
les connexions qui étaient faites. Oui, bah, Zigbee? Hein? Sur quel site? ça, c'est pas utilisé par La liste qu'elle a là? Ah. Non, ça c'est la liste de tous les protocoles que Wireshark est capable de capturer. Non, c'est pas. Là, c'est la liste de tous. Parce qu'on peut faire des filtres. S'il y a des filtres, il y a certains protocoles, on est sûr qu'on va pas vouloir faire, on peut le désactiver carrément, plutôt que de faire un filtre. Mais par défaut, quasiment tout est activé, ou presque. Donc on peut tout désactiver et on peut faire pas mal. Mais voilà, au moins ça peut vous donner des idées du genre de protocole qui peut capturer. Donc il y en a énormément. Dans les statistiques, si on fait adresse résolue, on peut retrouver la liste de toutes les adresses qu'il a résolues. Donc comme ça, si on recherche des éléments, on peut arriver à les retrouver. On peut aussi retrouver les différents ports qui ont été capturés. Donc ça peut permettre, sans faire les fils de chaque port un par un, de faire le listing des différents ports qui ont pu être capturés. Il y a pas mal de choses comme ça potentiellement. La propriété du fichier de capture, ça dit le nombre de paquets qui ont été capturés, le débit et tout. Bon, après, c'est des trucs à regarder, mais il y a des informations sur les DNS, le nombre d'échanges et tout. Ça, c'est des statistiques, vous n'êtes pas forcément obligé de connaître par cœur, mais par exemple, ça permet de voir le nombre d'éléments qu'on voit vers des pointeurs, vers des adresses HTTPS et tout. Bon, ça peut donner quelques informations. C'est ça, surtout dans les statistiques, qui peuvent être intéressants. Différentes requêtes HTTP, c'est pour faire des résumés plutôt que de faire des filtres un par un et d'avoir tous les paquets. Au moins, là, les statistiques vous permettent d'avoir des résumés un peu plus rapides en détail. Voilà, donc après, c'est à utiliser au besoin. Donc là, c'est toutes les requêtes en IPv4 vers tel ou tel serveur. On peut les classer par nombre de connexions. Donc on voit que là, le 217 sur 60 186 18, c'est celui qu'on a le plus parce que du coup, on peut se douter, étant donné que je fais du streaming et que ça fait application data, que ça va être la classe virtuelle qui va nous créer ce genre d'éléments et pas un site spécifique. Voilà. Et après, il y a deux menus, c'est en fonction de vraiment plus spécifique. Il y a tout ce qui est relié à la téléphonie, c'est-à-dire les appels VoIP et le SIP, c'est surtout ça qu'on va utiliser nous quand on va le mettre en place. Donc on pourra à ce moment-là refaire un essai de mettre en place le Wireshark justement pour filtrer les flux SIP, pour détecter les appels VoIP. Et après, il y a tout ce qui est lié plus au wireless, mais tout ce qui est Bluetooth, et après le trafic VLAN si on est sur une requête Wi-Fi. Donc là, bon, il n'y a rien forcément parce qu'on n'a pas capturé une interface Wi-Fi. Après, bon, ça c'est juste éventuellement si vous cherchez des informations et que vous l'avez, vous pouvez potentiellement le trouver là, dans les outils. C'est le MAC Address Block. Et là, vous voyez qu'il montre trois octets des 6 de l'adresse MAC.
Est-ce que quelqu'un est capable de me redire à quoi correspondent les 3 premiers octets de l'adresse MAC? C'est l'organisation qui a fait le carte réseau. C'est ça, c'est le constructeur fabricant. Et donc du coup là vous pouvez trouver éventuellement si vous voyez une adresse MAC qui n'est pas référencée et tout, potentiellement avec le bloc le MAC adresse bloc, potentiellement vous pouvez retrouver à qui appartient la carte réseau. Donc, des fois ça peut permettre de dépanner si on a un doute. Si vous voyez un élément et vous mettez les 3 premiers et que ça vous dit que c'est un élément logique, normalement, c'est que l'adresse devrait être correcte. Mais vous pouvez toujours vous la noter et si vraiment vous avez un doute, bah, vous bloquez cette adresse-là en étant sûr quand même que ça ne va pas être un endroit qui va bloquer les choses. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire des choses d'abord en labo avant de passer en production. Sinon, ça peut coûter très cher. Comme ce qui s'était passé l'autre fois avec le service de Microsoft là, qui avait appliqué une mise à jour sans la tester et qu'on crachait énormément de PC. Bah, du coup, je sais pas si j'ai pas fait l'essai, voir s'il utilise un vrai bloc ou pas. Je pense qu'il utilise un vrai bloc parce que tout à l'heure il m'a détecté du HP. Et je sais que le serveur sur lequel je me suis connecté est sur un Proxmox, donc en virtuel. Donc je pense qu'il doit utiliser les blocs de carte HP pour s'identifier. Mais effectivement, du coup, il ne l'identifie pas en tant que virtuel. Si c'est ça que tu veux dire. À tester quand même, des fois c'est peut-être. J'ai pas été testé jusque-là. Mais ça pourrait faire l'objet d'un essai. Parce que c'est pareil, de toute façon, VMware, quand on branche une carte, il crée un Mac de toute façon aussi qui est virtuel. Donc on pourra tester de voir si ça correspond à un élément ou pas réel avec le bloc, avec la bloc list. Ouais. Mais si, ouais. Mais si ça se trouve, il y a peut-être directement un VMware. Ils ont peut-être un bloc à eux. Hein. Si on fait vendeur. Voilà. Là, par exemple, si on tape VMware dans le vendeur, on voit qu'ils ont 4 blocs. Donc, à mon avis, déjà, VMware, ils utilisent dans ces 4 blocs-là pour générer leur carte virtuelle. Oui, du coup, Ayoub? Non, je demandais c'était quoi la question. C'était de savoir, par exemple, les cartes Proxmox, si elles utilisaient un bloc particulier de fabricant ou s'ils généraient un truc un peu aléatoire qui pourrait ne pas correspondre à un des blocs de fabricant. C'était ça la question. Ok, mais du coup, c'est la carte réseau principale qui va utiliser celle du fabricant et les machines virtuelles qui vont avoir un truc comme VMware. Non? Oui, mais là, par exemple, celle où je me suis connecté tout à l'heure, un serveur virtuel, il a dit que c'était une carte HP. Sauf que je sais que c'est une carte virtuelle sous Proxmox. Ouais, mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas un NAT qui se fait et du coup, il prend pas les données de la carte mère qui fait la Non, parce que transition? je sais que c'est du Dell, donc la carte principale c'est du Dell. Donc je sais que c'est pas du HP. C'est pour ça. Mais voilà. Donc du coup, en cas de besoin, ça peut toujours dépanner ce petit truc là. Voilà. C'est déjà pas mal pour les bases. Après ça, on le reverra un peu plus en détail. Du coup, je vous dis jeudi en montrant un paquet directement dans Packet Tracer où c'est organisé un petit peu différemment, qui simplifie aussi la lecture. Voilà. De toute façon, ça, on refera un essai tout à l'heure pour quand on aura mis un Windows aussi serveur, on lancera le Wireshark sur le Windows Server, comme ça on verra. Juste pour s'amuser
petit peu juste pour voir par exemple. Donc, enregistrer. On afficher capture. Donc là, je vais filtrer ICMP. Et donc là, du coup, vous allez tous vous aller sur le CMD. Là, vous allez tous faire un ping vers ma machine. Comme ça, vous allez voir les choses qui vont apparaître directement. Donc ma machine, c'est la 0122. Vas-y, Johan, aussi. Oui, donc du coup, Ibitsam te remettra sur le réseau principal, plus sur le réseau du VLAN. J'ai rebranché les câbles normalement. Donc là, j'ai 250 pour l'instant. Il y en a déjà qui ont déjà lancé ou pas là encore? Ouais. Là, tu fais un ping vers la 192, ensuite 0, 122. Pourquoi? On dirait qu'il passe tout par le 250. Pourquoi il essaye de... Attends, ça fait quoi? C'est pas un ping? Ouais. Attends, je te renvoie le mail après. Parce que du coup, je sais plus ce que c'est la 250. On dirait que le 250 essaye de... Ah oui, d'accord, ok. Parce que là, vous voyez qu'il y a un 0-100 qui intervient. Et en fait, le 0-100, c'est le pare-feu que j'ai laissé. Donc je pense qu'il doit intercepter quelque chose dans les demandes. Et vous avez quand même une réponse ou pas? Ça passe quand même. Ouais. Et je pense qu'il doit absorber certaines demandes. Du coup, ça fait pas un gros flou sur le truc. Bon. C'était pour montrer, mais du coup, par exemple, je vois pas forcément l'adresse IP d'origine du coup pour identifier vos machines. Sinon, j'aurais pu identifier vos machines directement. Bon, voilà. On va arrêter là, c'était pour faire un test. De toute façon, on le refera, je vous dis, quand on va faire le... Alors, mettre un Windows Server après, tout à l'heure. Donc voilà, là, je vais arrêter cette vidéo.